Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Au sommaire, l'épouse du pasteur Marcelo Tounassi, Blanche Odiakando le Tounassi, a été conduite dans sa dernière demeure ce lundi 17 juin 2024, une cérémonie des obsèques qui a réuni plusieurs hommes de Dieu et autorités politiques, notamment le président de la République. Et puis, pour améliorer l'efficacité hydrique de son pays, le gouvernement marocain a mis en place une politique afin de renforcer la souveraineté alimentaire du Maroc. Voilà, c'était là les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit au sommaire, la servante de Dieu et épouse du pasteur Marcelo Tounassi, Blanche Odiakando le Tounassi, a été conduite dans sa dernière demeure ce lundi 17 juin 2024 à Kinshasa après les derniers hommages rendus au stade de Tata Raphaël. Cette cérémonie funéraire a connu la participation de plusieurs hommes de Dieu et autorités politiques congolaises, dont le président de la République Félix Tshisekedi, accompagné de son épouse. Blaise Kouzola et Béni Fobo étaient là pour le compte de Géopolis Télévision. La servante de Dieu, Blanche Odiakando le Tounassi, épouse du pasteur Marcelo Tounassi, a été inhumée ce lundi 17 juin 2024 à Kinshasa. Après la levée du corps de l'hôpital du cinquantenaire, le cortège funéraire de celle qu'on appelait affectueusement Maman Blanche a pris la direction du stade Tata Raphaël où les hommages officiels lui ont été rendus. Plusieurs hommes de Dieu et personnalités politiques étaient présents à cette cérémonie funéraire, à l'instar du couple présidentiel, le chef de l'État Félix Tshisekedi et la très distinguée première dame Denise Diakero. Après plusieurs témoignages, le pasteur Marcelo Tounassi s'est adressé à l'auguste assemblée. Je l'ai laissé à la morgue. Le lendemain, je suis encore allé à la morgue pour prier pour sa résurrection. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Rien n'est arrivé. Après les exhortations et les dépôts de gerbes de fleurs, la dépouille mortelle de Maman Blanche a été conduite à sa dernière demeure où son corps reposera éternellement. Et puis, la RDC doit-elle considérer l'Ouganda comme agresseur au même titre que le Rwanda? Certains officiels congolais le disent clairement. Au niveau international, des indiscrétions semblent confirmer l'hypothèse d'un soutien ougandais aux rebelles. Cette éventualité pose un véritable casse-tête des cas de conscience à la RDC. Selon certains experts, le Congo doit privilégier une tactique diplomatique à la force de fusil. C'est en tout cas le point de vue de Nikez Kibelbel, l'expert des questions militaires, qui a été interrogé par Patrick Kilunga. Suivez. Depuis 2 ans, la ville stratégique de Bunagana est sous le contrôle des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Cette occupation a soulevé des vives inquiétudes quant à une possible balkanisation du Congo, menaçant l'intégrité territoriale du pays. L'occupation de Bunagana par le rebelle du M23 a débuté dans la nuit du 13 juin 2022, à l'issue d'intenses combats opposant les rebelles du M23 à l'armée congolaise, dont certains militaires ont dû traverser la frontière pour trouver refuge en Ouganda. La rébellion a fini par installer son administration et gouvernement parallèle sur cette vaste zone
zone frontalière du territoire de Rutshuru en RDC et de l'Ouganda. Depuis lors, le soutien du Rwanda aux rebelles a été largement documenté par plusieurs sources, notamment les Nations Unies et le gouvernement de la RDC. Plus récemment, un rapport confidentiel des experts des Nations Unies vient d'ajouter l'Ouganda sur la liste des soutiens au M23 au même moment que l'UPDF, l'armée ougandaise, opère aux côtés des FARDC en sol congolais contre un autre groupe rebelle, les ADF. L'Ouganda, autant que le Rwanda, ont toujours nié d'appuyer le M23 et à un diplomate ougandais de déclarer que son pays n'a été aux côtés du M23 que dans le seul but de l'encourager à aller à la table des négociations pour présenter ses revendications. Peut-on dire que Kinshasa, quoiqu'en retard, avait compris les doubles jeux de l'Ouganda? Rien n'est sûr. Seulement, dans les milieux sécuritaires de la capitale congolaise, on entend dire que la RDC tient à mettre fin à l'opération Shuja, lancée depuis novembre 2021, laquelle justifie la présence de troupes ougandaises aux côtés des celles congolaises dans la traque des ADF. Dans l'entretemps, les habitants de Bunagana ont dû faire face à des conditions de vie précaires, marquées par la fermeture d'écoles, les pénuries alimentaires, les violences et les tueries, ainsi que les déplacements massifs des populations. La situation humanitaire s'est détériorée, mettant en danger la vie de milliers de civils. De nombreux observateurs craignent que l'occupation de Bunagana ne soit les préludes à une balkanisation plus large du Congo, menaçant la stabilité de la région des Grands Lacs. La fragmentation du territoire congolais pourrait entraîner des conflits intercommunautaires et des tensions régionales. Les Nations Unies, l'Union africaine et d'autres acteurs internationaux ont condamné l'occupation de Bunagana et ont appelé au retrait immédiat des forces rebelles. Des pourparlers de paix ont été initiés, mais jusqu'à présent, les négociations n'ont pas abouti à une résolution durable du conflit. Face à l'impasse actuelle, de nombreux observateurs estiment qu'il est urgent de trouver une solution politique pour mettre fin à l'occupation de Bunagana. Rectification, vous venez là de suivre un élément qui faisait le point sur le désencombre totalisé et l'occupation du M23 dans le territoire de Bunagana. Et puis, je le disais tantôt, la RDC doit-elle considérer l'Ouganda comme agresseur au même titre que le Rwanda? Certains officiels congolais le disent clairement au niveau international. Des indiscrétions semblent confirmer l'hypothèse d'un soutien ougandais aux rebelles. Cette éventualité pose un véritable casse-tête, cas de conscience à la RDC. Selon certains experts, le Congo doit privilégier une tactique diplomatique à la force du fusil. C'est en tout cas le point de vue de Nikez Kibelbel, l'expert des questions militaires, qui a été interrogé par Patrick Kilunga. Techniquement parlant, ou si vous voulez, tactiquement parlant, Bunagana ne pouvait pas tomber sans l'appui de l'armée ougandaise ou sans l'autorisation de l'armée ougandaise à l'armée rwandaise. Parce que Bunagana n'est pas la frontière du Rwanda avec la RDC. Bunagana, c'est la frontière de l'Ouganda avec la RDC. Donc, dès lors que le Rwanda a commencé les opérations, le Rwanda a bénéficié du soutien de l'armée ougandaise pour défaire le FARDC. Donc ça, c'est connu. Et puis, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise montre clairement son penchant vers le Rwanda. Donc ça, ce n'est pas aussi un secret. Le secret, c'est parce que la communauté internationale ne voulait pas accepter. Mais vous posez maintenant un problème très important de géostratégie. Mais la question aussi, l'art de la guerre enseigne qu'il est déconseillé à un pays d'avoir deux ennemis voisins. Donc nous avons déjà le Rwanda qui est notre ennemi avec qui nous sommes officiellement en guerre, et nous avons l'Ouganda qui appuie le Rwanda et qui est aussi chez nous. Alors, faut-il déclarer la guerre à l'Ouganda? L'art de la guerre dit non. Il faut l'accepter comme tel, mais négocier par d'autres voies diplomatiques, tout ce que vous voulez, pour que l'Ouganda soit moins nuisible que le Rwanda. Parce que, imaginons les scénarios. Nous cherchons l'armée ougandaise de chez nous et l'armée ougandaise qui opère avec l'armée rwandaise. Une parenthèse, c'est le régime ougandais qui loge encore les M23. Donc, cela signifie que, dans la colère, l'armée ougandaise va finalement céder la partie qui officiellement n'est pas contrôlée par la RDF. C'est-à-dire, à partir de Beni jusqu'à Nituri, l'armée ougandaise pourrait ouvrir une passerelle pour que et l'armée rwandaise et l'armée ougandaise, sous les labels M23, se retrouvent à occuper une grande partie de l'Est pour dire voilà, le M23 est très fort, il avance. Donc, stratégiquement parlant,
le gouvernement congolais ne peut pas avoir deux ennemis voisins, parce qu'il faut ajouter aussi le Kenya qui est devenu notre ennemi. Puis amélioration et modernisation des routes dans la province de l'Ituri, la route Bigomi-Pela à Bunia revêt désormais sa plus belle robe. Pour une première fois, cette route a été goudronnée à la grande satisfaction des populations locales. Les travaux d'asphaltage ont été exécutés par la société Mont-Gabaon sur fonds propres du gouvernement provincial. C'est un reportage de la presse militaire de l'Ituri. Mouzipela, un quartier jadis considéré révolutionnaire et moins développé situé dans le faubourg nord de la ville de Bunia, bénéficie à ce jour l'asphalte avec l'avènement de l'état de siège, une première dans son histoire, un motif de joie pour les habitants de ces quartiers. Nous disons merci parce que nous souffrions. La route devenue fluide, ce que le gouverneur fait, qu'il continue. Depuis que le gouverneur Luboya a commencé son travail, il dépasse tous les gouverneurs civils. Aujourd'hui, nous marchons sur les goudrons, les hôpitaux sont réhabilités, c'est à nous de faire l'entretien. Il faut féliciter les autorités, le gouvernement militaire, le président de la République et tout le monde, parce que même dans la sélection des avenues qui sont en train d'être asphaltées à Bunia, il n'y a pas de discrimination. On donne la chance à tous les quartiers du nord au sud, de l'est à l'ouest de la ville. Je crois que grâce au goudron, les opérateurs économiques vont maintenant s'investir. Et c'est l'invitation que je leur lance pour construire Mouzipela. Ce genre de maisons au bord de la route, on n'en veut pas. Et je crois que Mouzipela aura la chance maintenant, elle aussi, de se développer comme tous les autres quartiers de la ville. La modernisation de la ville de Bunia change du jour au jour l'image du chef-lieu de l'Ituri. Aujourd'hui, plusieurs avenues, boulevards et quartiers entiers dans les communes de Nyakasanza, Mbunya ainsi que Chari subissent une transformation jamais auparavant. Ceci grâce à l'appui financier du gouvernement central d'une part et d'autre avec la bonne gouvernance du lieutenant-général Luboya Nkashomodjouni qui fait le suivi de plusieurs projets exécutés à Ituri, une province en voie de sa stabilité et son développement. Madame, Messieurs, à présent, nous allons faire place à la page internationale. Depuis le 14 juin 2024, le Maroc a adopté une politique volontariste d'amélioration de l'efficacité hydrique. Pour rendre cette politique plus efficace, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a indiqué que la gouvernance de l'eau joue un rôle déterminant pour le renforcement de la souveraineté alimentaire du pays. Suivez. Face au dérèglement climatique qui affecte les ressources hydriques et la production agricole, le Maroc a adopté, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le 17 juin 2024, une politique volontariste d'amélioration de l'effectivité hydrique. Cette politique, selon le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, devrait permettre d'assurer le développement de l'offre et la gestion de la demande en eau au service de la souveraineté alimentaire du royaume. Nous n'avons pas de données pertinentes sur notre santé hydrique. Et ça, c'est la base. Si on veut savoir comment est-ce que l'on se positionne à l'échelle du royaume et dans quelle direction nous allons, la première chose, ce serait définir comment nous établissons notre santé hydrique. Au jour d'aujourd'hui, on se concentre sur le taux de remplissage des barrages. Mais nous le savons tous, c'est une donnée qui est complètement erronée, qui nous induit en erreur dans nos actions, pour la simple et unique raison que certains barrages sont complètement remplis tout le temps, d'autres sont complètement vides tout le temps, et nous arrivons à la moyenne qui est de 32%. Au Maroc, la sécheresse constitue le principal défi pour les agriculteurs. Face à la baisse des ressources hydriques dans le royaume, les agriculteurs recherchent des variétés moins exigeantes en eau et plus résilientes face aux futures pénuries d'eau exacerbées par le changement climatique, d'après Nizar Baraka,
le ministre de l'Équipement et de l'eau entre le 1er septembre 2023 et le 19 janvier 2024. Le Royaume a connu un déficit pluviométrique de 70% avec des précipitations variant entre 2 et 148 mm. Durant la même période, les ressources hydriques dans les 9 bassins du Royaume ont enregistré une baisse de 84% par rapport à la moyenne des ressources habituelles de cette période de l'année. Un indicateur précis l'un des rares indicateurs qui pourrait être le plus précis aujourd'hui, c'est celui qui nous permet de répondre à ce dérèglement climatique, à savoir quelle est la capacité de recyclage d'eau, de réutilisation des eaux de pluie de surface. Il y en a une quantité extrêmement énorme au Maroc. Soulignant le rôle que la gouvernance des ressources hydriques joue dans le renforcement de la souveraineté alimentaire, le ministre Mohamed Sadiki a en outre mis l'accent sur l'accélération de la mise en place du programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation et de la stratégie Generation Green pour souligner les efforts déjà en cours dans le pays pour garantir un meilleur accès à l'eau. Et puis, selon les prévisions du ministère de l'Économie et des Finances, le Togo prévoit un taux de croissance du PIB réel de 6,6% pour 2024 contre 6,4% en 2023. Cette croissance robuste est alimentée par les secteurs primaires, secondaires, tertiaires. Le secteur primaire devrait croître de 4,6% grâce à l'agriculture, l'élevage et la pêche. Suivez. Le gouvernement togolais projette un taux de croissance du PIB réel de 6,6% en 2024, soit une légère hausse par rapport aux 6,4% estimés en 2023 selon les prévisions du ministère de l'Économie et des Finances. Cette croissance robuste est alimentée par les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Le secteur primaire devrait croître de 4,6% grâce à l'agriculture, l'élevage et la pêche. Le Togo observe des perspectives économiques assez bonnes depuis la crise de Covid-19. Il faut dire que l'économie togolaise repose essentiellement sur les services, notamment les services aériens, de transport maritime, et également sur l'agriculture. Et il faut noter que ces perspectives-là sont dues au fait que l'État a développé bonne capacité en termes de drafting des politiques économiques. Les secteurs secondaires et tertiaires devraient connaître une croissance de 7% et de 7,2% respectivement, stimulés par l'agroalimentaire, les matériaux de construction, l'électricité, le gaz, le BTP, les activités manufacturières, le commerce, les transports ainsi que les services d'hébergement et de restauration. Dans la même lancée, le département ministériel prévoit une croissance annuelle moyenne de 7% entre 2024 et 2026. Bon, vous savez, tous ces chiffres-là laissent dubitatifs. Qui contrôle ces chiffres? Qui les vérifie réellement? Et puis, ce sont des chiffres insignifiants qui n'apportent rien au quotidien des Togolais. Parce que le panier de la ménagère devient de plus en plus lourd. Les choses coûtent de plus en plus cher. La nourriture, le bol de maïs, le riz, tout a augmenté et les salaires ne sont pas augmentés. Alors, comment le peuple togolais va-t-il profiter de cette croissance? La croissance, la seule qui compte aux yeux des Togolais, c'est celle qui améliore leur pouvoir d'achat. En 2023, le taux d'inflation a baissé de 5,3% contre 7,6% en 2022. En avril 2024, le taux d'inflation annuel est tombé à 2,7%. Selon les projections du FMI, l'inflation devrait continuer de diminuer, atteignant moins de 2% entre 2025 et 2028. Ces perspectives économiques présentent un Togo en plein essor avec des politiques et des réformes visant à renforcer la croissance économique, à stabiliser l'inflation, à réduire le déficit commercial et à améliorer la... Voilà, c'est la fin de ce journal. Place au rappel des titres. L'épouse du pasteur Marcelo Tounassi, Blanche Odiakandolo Tounassi, a été conduite dans sa dernière demeure ce lundi 17 juin 2024. Une cérémonie des obsèques qui a réuni plusieurs hommes de Dieu et autorités politiques, notamment le président de la République. Et puis, pour améliorer l'efficacité hydrique de son pays, le gouvernement marocain a mis en place une politique afin de renforcer la souveraineté alimentaire du Maroc. Voilà, nous voici arrivés à la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.